Bonne semaine à tous et voici votre infocam de la semaine qui commence maintenant. Cette semaine, un seul sujet, mais un gros, c'est-à-dire qu'on termine notre tour d'horizon des projets éoliens de la région. Donc, une fois de plus, l'objectif est de se faire une bonne tête de ces projets-là, donc de regarder les deux côtés de la médaille, autant du côté de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idée ou qui ont des craintes face à l'idée, que ceux qui trouvent que tout ça se passe plutôt bien et que c'est bon pour nous dans le coin. Donc, pour ce qui s'en vient, on regarde surtout du côté écologique versus ce que le BAP conseillait de faire, ce que d'autres professionnels nous conseillent par rapport à l'éolien en ce moment et ce qui se fait actuellement. Donc, pour se donner une bonne idée de à quel point tout ça est sur des bonnes rails ou non. Donc, je vous souhaite un très bon épisode. Bien, dans le bâtiment derrière moi, il y a une semaine, il y a des gens sérieux, des équipes d'Hydro-Québec, d'Alliance de l'Est, qui, devant, exemple, le dossier de la fin de vie d'une pâle d'éolienne, au lieu de nous répondre « ouais, en effet, en ce moment, partout sur la planète, soit qu'on les coule dans le fond de l'océan, ou soit qu'on les enterre dans le désert, ou on les enterre sur place, à côté des éoliennes », bien, ils ne savaient pas trop. Fait qu'au lieu, grosse réponse pour nous dire que oui, mais dans 30 ans, on va sûrement savoir quoi faire avec. Puis il y a des études qui font que peut-être... C'est faux. Puis c'est un des points parmi des dizaines, voire des centaines de points qui nous montrent que les équipes en ce moment, des promoteurs qui sont en place ou des équipes d'Hydro-Québec qui sont ce qu'on appelle des facilitateurs qui vont, à travers de la société d'État, amener des sociétés privées à avoir mainmise sur la production d'énergie, dans ce cas-ci, dans un cadre éolien, bien, ils viennent juste nous raconter n'importe quoi et surtout, ils viennent pas nous demander notre avis. Ils viennent nous informer. Sur le long terme, quand on parle d'entretien éolien, quand on parle éventuellement se débarrasser de certaines d'entre elles, peut-être dans 30 ans, ou des pales, on dirait que il y en a qui ont peur que au moment venu, que la facture nous revienne lorsque ça va être le temps de continuer à se débarrasser de tout ça si jamais le cas échéant. Non, ça, je dirais que c'est une fausseté. Vous savez, à partir d'un certain nombre d'anneaux, d'abord, il y a un décret gouvernemental qui autorise la construction d'un parc. Puis en même temps que le décret est émis pour la construction, bien, on doit pourvoir un fonds de démantèlement. Donc, l'institution financière, des ingénieurs notamment, viennent identifier après un certain nombre d'années quelle est la hauteur des sommes qui vont être nécessaires pour démanteler le parc éolien en fin de vie. Donc, tout ça est pourvu, là. On n'est pas comme à l'époque, au niveau des mines, qui avait une exploitation, puis un coup que l'exploitant avait terminé de prendre ce qu'il devait prendre, bien, il partait en laissant derrière lui le chaos. C'est pas le cas en développement éolien. Il y a, à partir d'une évaluation qui est faite de façon très, très pointue sur les sommes requises pour le démantèlement. Vous savez, il y a, exemple, l'acier. C'est pas trop difficile à s'en départir, là. Il y a des preneurs. Mais puis peut-être pour votre bénéfice, là, puis je l'ai dit l'autre fois là, à Mont-Carmel, il n'y a aucun parc qui a été actuellement démantelé. Il n'y a pas eu une pale qui a été enfouie au Québec. Parce que suite à un démantèlement. Donc, on est toujours, il y a des organismes là, qui font de la recherche, notamment pour ce qui est de quelle façon on pourrait valoriser les pales des turbines. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Puis, dans les prochaines années, il va y en avoir des parcs qui vont être en fin de vie, en fin de contrat d'approvisionnement d'électricité, puis que peut-être que des promoteurs vont dire on n'investit pas plus dans l'entretien, puis éventuellement, on va procéder au démantèlement. Bien, il y a beaucoup d'intervenants actuellement au Québec qui regardent
de quelle façon les pales pourraient être disposées de façon éco-responsable. Donc, ça, dans notre cas, nous, il n'y a pas de parc au niveau de l'Alliance qui sont à la veille d'être démantelés. On commence l'exploitation. Oui, c'est sûr. Mais on est intéressé à ce que la recherche progresse puis qu'il y ait des applications qui vont être satisfaisantes pour les populations puis les développeurs, y compris nous-mêmes, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que les pales soient enfouies dans les lieux d'enfouissement technique. Aucun intérêt. Il y a certainement des façons de disposer de la matière de façon plus responsable que voir uniquement l'enfouissement. Il suggérait que les MRC concernés devraient initier une démarche d'information de consultation publique portant sur l'ensemble des projets énergétiques retenus par Hydro-Québec, et ce, en collaboration avec le collectif régional de développement. Donc ça a été suggéré à peu près à W1 il y a 2 ans, car c'est pas toujours encore arrivé. Le gouvernement du Québec devrait publier une reddition de comptes sur l'avancement de l'atteinte des cibles de décarbonation de l'économie en lien avec la progression de la capacité énergétique des parcs éoliens. Un peu pour voir si, finalement, est-ce que ça concorde quand on dit qu'on met plus d'énergie pour décarboner? Est-ce que c'est vraiment ça le résultat? L'Alliance de l'énergie de l'Est devrait garantir une gouvernance transparente, intègre et responsable et diffuser publiquement ses états financiers. Charles a un peu abordé, mais l'Alliance de l'énergie de l'Est, présentement, c'est une société en commandite, donc ça veut dire pas mal une entreprise, donc il y a beaucoup de choses que c'est pas possible d'accéder comme information, alors qu'ils représentent la partie publique et communautaire du projet. Étant donné le manque de vision claire du développement éolien au regard de la capacité globale du territoire à supporter ce développement, le ministère de l'Environnement devrait documenter la capacité des écosystèmes à supporter le développement éolien dans le Bas-Saint-Laurent. Ici, là, peut-être ça a bougé, là, à ce moment-là, il disait soit environ 800 éoliennes d'ici 2035, et procéder à une évaluation des effets cumulatifs. Donc, ce qui ressortait des BAP, c'est que c'est pas clair si le territoire peut vraiment accueillir autant de projets. Au Québec, les pales doivent être éliminées dans des lieux d'enfouissement technique et au Bas-Saint-Laurent, ceux-ci arriveront à fin d'exploitation lorsque plusieurs parcs éoliens régionaux devront être démantelés et rééquipés. Donc, c'est pas recyclable pour l'instant, les pales, donc elles doivent être enfouies. Puis ce que ce BAP-là disait, c'est que plusieurs sites d'enfouissement qui sont des sites d'enfouissement potentiels pour les pales, en fait, ils n'auront plus de capacité d'enfouissement. Donc, il doit y avoir des re-questionnements sur comment les pales devront être gérées. L'efficacité des projets pilotes de recyclage des pales n'est pas démontrée et le déploiement à grande échelle des éoliennes pourrait présenter un défi compromettant la faisabilité du recyclage. Donc, beaucoup de doutes quant à la faisabilité du recyclage des pales. Le nombre d'éoliennes à démanteler devrait être reporté et suivi dans les... le démantelé devait être répertorié et suivi dans les prochaines décennies pour anticiper les besoins de traitement des différentes composantes. Donc, ce qui se questionnait ici, c'est que un parc éolien, ça dure plus ou moins 25 ans, 30 ans, là, selon les conditions. Mais il va y avoir beaucoup de... Après ça, c'est démantelé. Donc, qu'est-ce que ces composantes-là vont devenir? Comment elles vont être... Est-ce qu'elles vont être revalorisées? Comment elles vont être gérées? Il y avait beaucoup de questionnements, là. Surtout, c'était le BAP de Canton McNider qui ressortait ça beaucoup. Ensuite, il disait, étant donné que la concentration des éoliennes sur le territoire augmente la mortalité des chauves-souris et pour certaines espèces, le risque d'extinction de leur population, le ministère de l'Environnement devrait exiger l'application de la mesure de bridage. La mesure de bridage, c'est de faire démarrer les pales à partir d'une certaine vitesse de vent. Donc là, il apporte à qu'est-ce qui est le plus bas possible, mettons, il commence à tourner. La mesure de bridage, c'est d'attendre une certaine vitesse un peu plus haute qui fait qu'il y a moins de risque d'avoir des chauves-souris présentes, puis ça limiterait. Donc, eux autres, ils suggèrent... en fait, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'appliqué, mais il y a des fois des appels d'offres, il y a des contrats qui ont déjà été signés avant qui suggèrent un 5,5 mètres par seconde avant de commencer le démarrage des pales. Donc là, ils suggèrent de l'appliquer pour tous les parcs. L'autre chose, c'est que dernièrement, ça fait vraiment pas si longtemps, là, l'étude de l'IRIS avec Christophe Beaucaire qui a ressorti un peu
son analyse là, de l'éolien au Québec. Là. Puis de cette étude-là, c'est pas si long à lire là, si vous voulez aller vérifier. De cette étude-là ressortaient des recommandations que je pourrais dire. Je vais essayer de les dire rapidement, là, mais... il suggère vraiment la tenue d'un BAP générique, puis ça a été redit là, dans plusieurs BAP, de considérer pas juste un projet à la fois, mais considérer tout le territoire ainsi que les lignes à haute tension qui vont être mis. Fait que le BAP générique est nécessaire sur l'élaboration d'un cadre réglementaire balisant les étapes de planification d'un projet éolien de manière à inclure les populations locales dès la phase exploratoire. Comme vous voyez, pour les personnes qui étaient là au Café Rencontre, c'est une phase exploratoire, mais en fait, ils n'ont pas grand-chose à nous dire. Là. C'est dur d'avoir de l'information. 2, sur la création d'un cadre de redistribution des revenus éoliens juste et orienté vers la revitalisation économique des communautés. Donc, l'étude fait ressortir que même s'il y aurait des redevances, c'est pas clair que ça vitalise vraiment les communautés concernées. Puis il suggère aussi que le BAP générique devrait se pencher sur la création d'un mécanisme de diffusion des données liées à la production éolienne et sur la mise en place de mesures permettant d'encadrer les organisations comme l'Alliance de l'énergie de l'Est de manière à en assurer la transparence et les rendre plus démocratiques. Cette étude-là dit aussi que ça serait bien d'avoir la tenue d'un PIG, P-G-I-R-E, qui serait nécessaire pour définir clairement les besoins énergétiques futurs du Québec et les méthodes pour les satisfaire qui permettraient de développer des projets sur une plus longue période, ce qui réduirait par le fait même l'impératif de produire des parcs éoliens à grande vitesse. Une planification à long terme faciliterait la participation citoyenne et favoriserait une réelle acceptabilité sociale. Bon, l'étude dit ça. Après ça, c'est ça, on voit là, la vitesse à laquelle ça va. C'est sûr que d'impliquer les communautés réellement dans des projets comme ça, c'est pas nécessairement faisable. Ensuite, la dernière recommandation dit qu'il demeure incertain à quel point la production d'énergie éolienne parvient réellement à générer des transformations structurantes dans les régions visées. Au-delà des effets nocifs sur les procédures démocratiques, les gains économiques sont en moyenne très faibles. De plus, la moitié des profits se trouvent perdus aux mains d'entreprises privées. Le gouvernement devrait envisager à long terme la nationalisation des ressources éoliennes dans le respect des ententes en place et réfléchir à des modèles de compensation alternatifs pouvant bénéficier aux régions accueillant des éoliennes sans dépendre de l'implication d'entreprises privées. Mais je te dirais que vraiment, il faut être fier du travail qui a été fait depuis le début de l'année 2013 jusqu'à maintenant pour créer ce type de concept-là qui est envié partout au Québec parce qu'on consulte beaucoup, on travaille avec l'Alliance, la Régie, les MRC, 144 municipalités. Les gens s'entendent, on travaille avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, le CRE, le CRIC, le CRAC, excuse, là, il y en a plein, là, tu comprends? Alors, on est très, très sérieux parce que c'est sûr qu'il y a certains projets, peu importe le projet, dans les années 70, 80, bon, c'est un petit peu plus cabochon, si tu me passes un petit peu moins bien fait dans les règles de l'art. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont inquiets de ce développement-là, mais en même temps, on est tellement encadré, on a le BAP aussi, j'ai oublié de nommer le BAP, qui nous surveille, donc je te dirais que, puis si jamais il y a une espèce qui est en voie de disparition, qui se retrouve sur un territoire ou une aire protégée, tout arrête. On a vraiment aussi un règlement à la MRC où c'est interdit de construire des éoliennes en plein village ou privé, sur un terrain privé. C'est vraiment sur des terrains publics. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas avoir peur qu'on va arriver avec des éoliennes n'importe où, faites n'importe comment, parce que ça peut arriver. Là, on a des problèmes avec les tours cellulaires. Mm-hmm. Malheureusement, c'est le fédéral qui s'occupe de ça, puis on essaie de se débattre là-dedans, mais c'est difficile. L'éolien, c'est pas ça, là. C'est vraiment très structuré, très régi. On a fait une consultation publique il y a pas longtemps, puis je sais que les gens demandaient, les gens qui sont inquiets, pourquoi les élus n'étaient pas là. Mais il faut que vous sachiez que nous, les élus, on parle avec l'Alliance et la Régie à toutes les semaines. Ouais. On a des rencontres pour ça. C'est sûr que les rencontres publiques, on pourrait être là,
mais c'est d'abord et avant tout pour le public, qu'ils puissent aller poser leurs questions. Nous, cette journée-là du 10 décembre, où il y a eu une grosse activité à Mont-Carmel, c'était on adoptait notre budget à la MRC. Alors, tous les élus de la MRC étaient mobilisés à cette soirée-là pour le budget. Donc, c'est pas parce qu'on voulait pas y être. Au contraire, on est très transparent là-dedans. Et puis, il faut dire aussi que les revenus, là, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y en a beaucoup qui véhiculent « Ah, il y a plein d'argent, mais il ne faut pas oublier qu'on est plusieurs à se partager la tarte. » Oui, c'est ça. Parce que d'ailleurs, la tarte, des fois, est un petit peu difficile à comprendre. Oui. Déjà, quand on parle de 50 là, on parle de promoteurs privés, on parle de vous, mais donc, vous, c'est l'Énergie de l'Est en l'Alliance général. de l'Est. Oui, tous ceux qui font partie de l'Alliance de l'Est, alors le 50 bien, il est Hydro-Québec, lui... Hydro-Québec, il est partenaire là-dedans, mais il n'y a pas de sous là-dedans. Non, lui, c'est ça. Lui, c'est pour vendre de l'électricité. Oui, c'est ça. Lui, il se dit, regardez, on veut produire tant d'énergie, puis nous, on part avec ça. T'sais. Puis il faut dire aussi que, Benoît, cet argent-là, c'est des revenus autonomes qui ne viennent pas du gouvernement. Oui. C'est important pour nous parce que tu sais que notre région est dévitalisée, moins 3,8. On en avait déjà parlé ensemble, l'indice de vitalité économique de l'ISQ. Puis ça, je sais que ça peut ne pas plaire à beaucoup pas à beaucoup, mais à des groupes. Mais il ne faut pas oublier que si on arrête tous les développements, qu'est-ce qui va arriver avec notre région? Puis au-delà de l'acceptabilité sociale ou de l'inacceptabilité sociale, il y a quelque chose qui n'a pas passé dans les exercices de communication de la part de l'Alliance de l'Est et d'Hydro-Québec. C'est qu'on ne peut plus naïvement arriver avec un PowerPoint, une belle image d'éolienne dans un champ de marguerites, puis venir commencer à nous informer de ci pis ça. C'est littéralement ce qu'on avait. Hein? Ouais. C'était littéralement une image d'éolienne avec des éoliennes à l'arrière, puis un champ de marguerites. Tout va bien. Les gens, ils sont outrés parce qu'on est passé ces étapes-là. Puis notre intelligence est rendue ailleurs, puis on est désenchanté, puis on a déchanté aussi de l'idée des années 80-90, où est-ce qu'on avait l'éolienne souvent comme symbole d'un futur, où est-ce qu'on avait une diversification du portefeuille énergétique, puis on avait une capacité de dire « Ah, l'énergie verte ». On connaît la réalité maintenant, on est une génération plus loin, on a transformé notre regard sur la chose. Puis si ce n'était que du fait que l'Alliance de l'Est et Hydro-Québec pourraient venir nous parler comme des humains intelligentes et intelligents, bien au moins, peut-être qu'il y aurait le semblant d'un début de dialogue ou une capacité peut-être de regarder ça puis de négocier. Mais en ce moment, c'est un panier de crabes qu'on nous envoie. Puis ils vont serpenter comme des couleuvres pour tout le temps avoir une bonne excuse pour tout. Puis à la fin, mais ça va donner qu'au lieu de gagner, c'est-à-dire de nous envoyer dans une confusion, puis qu'à la fin de cette confusion-là, bien, on les laisse faire, bien, au contraire, nous, les citoyennes et les citoyens, c'est pas qu'on s'oppose à ces choses-là, c'est qu'on s'oppose à l'idée de nous faire prendre pour des valises. Mm-hmm. Et puis ça, bien, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est intéressant en ce moment, mais malheureusement, on n'est toujours pas dans un dialogue ou une négociation. On est juste dans des gens qui viennent nous informer de ce qui va se passer dans les prochaines phases des prochaines années. Puis la réponse, c'est pas « ouais ». La réponse, c'est non. Au dernier CM, Conseil de la MRC, on a eu 2 personnes qui sont venues nous poser des questions sur l'éolien, leurs inquiétudes, comme tu dis. Et puis nous, on est très transparents là. Mm-hmm. Je pense que Hydro-Québec et l'Alliance de l'Est ont reçu le message, par contre, que peut-être leur communication serait à réviser. Parce que c'est tellement technique, Benoît, que même moi, j'en perds mon latin. Il faut dire que j'arrive dans toute cette histoire-là, mais quand même, je sais que c'est complexe. Les calculs, écoute, pour en arriver où ils en sont maintenant, où on en est maintenant, ça a été tout un travail. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait une vulgarisation et aussi plus d'une communication. Je pense pas qu'ils cachent rien, par exemple. Ouais. Ils cachent... En tout cas, moi, je suis une fille assez acute là-dessus, là, puis moi, je les trouve généreux, transparents. C'est peut-être que faudrait revoir les communications. Je pourrais peut-être les aider là-dedans, je ne le sais pas. Mais il faut vulgariser, parce que moi, la première, là, depuis que je suis en poste, puis qu'ils me parlent avec des acronymes, que ce ne soit pas juste Hydro-Québec puis l'Alliance de l'Est, en général,
suis plus. Fait que, tu sais, c'est important que la population puisse avoir de l'information vulgarisée là-dessus. Fait que c'est peut-être ça qui manque, tu comprends? Parce que, comme par exemple à Mont-Carmel, la Baronnie, je ne sais pas si tu connais le secteur, mais c'est magnifique. Et puis, on pensait qu'on allait s'en aller là-dedans, qu'on allait tout couper, tout ça, mais ça se fait plus, ces affaires-là. Ils nous laisseraient jamais faire. Ouais. La petite tortue des bois est là. Il y a plein de petits... Puis moi, j'adore les animaux. Je suis la première qui serait fâchée, tu sais. Ouais. Fait que... On peut plus faire des affaires comment je pourrais dire, tout croche maintenant. Oui. Fait que c'est pour ça que... Puis ça se fait tellement tranquillement. Là, on a annoncé à Kakuna un autre projet, mais écoute, on verra pas ça avant 2030, là. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est tellement lent, il y a beaucoup de consultations, fait qu'il faut que les gens le sachent que c'est pas fait. En tout cas, je vous le dis, moi, j'ai un regard neuf, là, j'arrive, là, puis c'est vraiment pas fait tout croche. OK. On est tellement encadrés, là, je te dis, ça n'arrête pas. Puis on se parle à toutes les semaines. Puis là, on a des rencontres. Puis là, on a eu des consultations justement avant les fêtes sur les aires protégées. Tu sais? Oui. Puis on a du monde qui nous regarde, là. Puis Hydro-Québec était là, l'Alliance était là, le Creux était là, les citoyens étaient là, tu sais. Puis les citoyens, ils peuvent aller rencontrer aussi leur municipalité. Mais attention, les municipalités, c'est pas des experts en éolien, là. Non, non. Ouais. Moi, j'ai appris ça là, sur le tas, excusez l'expression, là. Mais c'est très intéressant, mais il ne faut pas penser non plus que tout le monde est au courant de tout ça dans les élus. Eux autres ont tellement de dossiers. Fait que c'est sûr que si ils font, admettons, des portes ouvertes où ils ouvrent la salle du conseil pour faire une soirée d'information, c'est sûr que les experts qui vont venir leur parler, bien, c'est des gens de l'Alliance, puis c'est des gens d'Hydro-Québec, parce que c'est des gens, c'est eux qui sont les experts en éolien, ou ça va être les propriétés privées. Les entreprises privées, c'est peut-être pas mieux, tu sais. Il va falloir que les gens croient à un moment donné ces experts-là. Mais encore une fois, on est extrêmement régi et encadré dans ce développement-là. Benoît, moi, je te rassure comme ça. Mais je pars avec le message que peut-être que les communications devraient être meilleures. Ce qui est mentionné ici, qui est très intéressant, c'est que de la part des élus locaux, des MRC, qui sont en grave besoin d'argent, parce que ça serait irresponsable aussi de ne pas les considérer. Ben oui. Bien, en effet, il y a comme une approche en ce moment qui est quasi celle de vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué. Peut-être que c'est pas une bonne expression de nos jours, mais quoi que ce soit qui arrive, ça aussi, c'est à considérer. Ça reste du court terme, mais c'est la réalité des élus en ce moment. Des élus et des acclamés, parce qu'il faut le nommer, il y a beaucoup de gens là-dedans que leur légitimité peut être questionnable par rapport à leur rôle auprès de des mairies, de municipalités ou, dans le fond, là, de MRC. Qu'est-ce qui peut être fait pour ça? Bien, justement, une des premières choses qui a été notée auprès de l'Alliance de l'Est et Hydro-Québec, c'est qu'ils débarquent avec des territoires qui ne sont pas à eux, c'est des terres publiques, et puis ils viennent sans équivoque nous expliquer où est-ce qu'ils ont mis leur mât, sans avoir de consentement d'ailleurs des sociétés de développement local et autres, donc les mâts pour tester le vent finalement. Puis après ça, eux autres, tout ce qui va être planifié n'aura pas de considération ni pour des zones fragiles en termes de biodiversité, ni pour des territoires de connectivité écologique. Il va vraiment avoir comme aucune considération, sinon juste qu'ils se donnent une forme de priorité sur le territoire. Maintenant, on le sait, les gens qui sont élus sur les mairies locales, que ce soit dans le Kamouraska ou dans l'ensemble de l'Est du Québec, au Québec, ne sont pas élus dans un contexte où est-ce qu'ils ont un mandat de conservation, de protection du territoire, de protection et de mise en valeur de la biodiversité des milieux naturels. Donc, on ne peut pas s'attendre de la part des élus locaux ou des MRC d'avoir un regard très, très fort sur cet aspect-là. On parle plus de développement écologique, de développement économique. On parle plus de penser parfois dans un terme très électoraliste, dans le fond, livrer de quoi pour leur population, que ce soit dans des services de qualité ou que ce soit dans des infrastructures qui sont rénovées, renouvelées ou nouvelles puis qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, nous, on dit, OK, si tu penses à ce futur-là que tu veux pour les prochaines décennies pour ta population, peux-tu aussi, à ce moment-là, avoir un regard sur les milieux naturels, puis qu'est-ce qu'on veut aussi qu'il y ait pour demain. Parce que la vérité, c'est que nos forêts ont déjà été très, très, très harnachées par la foresterie. On a des milieux agricoles dans le Kamouraska qui étaient autrefois des milieux très, très riches, des zones humides, les tourbières. Tout ça, c'est en exploitation. On a même maintenant les derniers petits renforts qui sont dans la plaine, dans le fond côtière, les Cabourons, qui sont de plus en plus sous attaque. Puis la population est très hérissée sur tous ces dossiers-là en ce moment. C'est difficile.
Puis là, on nous arrive avec finalement un point final sur une industrialisation des zones forestières de l'arrière-pays. Donc, nous, on dit, si vous voulez dialoguer, est-ce qu'on peut commencer justement à regarder la fragilité de ces lieux-là, regarder l'apport économique, social, écologique que ces lieux-là auraient d'être laissés, dans le fond, en protection, puis éventuellement peut-être aller négocier autour de ça, c'est-à-dire de développer l'idée que oui, on a peut-être une part à faire dans le développement énergétique du Québec, mais c'est mieux d'être fait pour les bonnes raisons, ce qui est très questionnable en ce moment. C'est mieux d'être fait en pensant à ces territoires-là puis en ayant un leg. Quand on nomme un endroit la Pointe aux Orignaux, comme c'était fait il y a plusieurs centaines d'années, bien, ça devait être parce qu'il y avait des orignaux dans le secteur. Puis, de nos jours, on le sait très bien, c'est très rare qu'un orignal va s'aventurer au fleuve, surtout jusque dans ces zones-là. Mais la vérité, même pour les gens qui chassent, qui pêchent, qui vont jouer sur le beau territoire qui est l'arrière-pays du Kamouraska, c'est qu'avec le développement industriel qu'on fait là, pour une poignée de dollars, on va être laissé avec rien. Puis croiser un orignal, ça va devenir rare même au lac de l'Est dans quelques décennies si on continue comme ça. Fait que faut pas ralentir la cadence, là, il faut l'accélérer. Moi, ma génération, moi-même, là, je suis pas inquiet pour moi-même, là, même si on les vit déjà, les affres des changements climatiques. L'aréna qui est ici à Saint-Cyprien, là, quand on l'a construit en 80, 120 jours en continu, c'était une glace naturelle. 120 jours en continu. En 2011, quand on a arrêté, là, c'était 63 jours en discontinu. Fait que, on avait perdu l'équivalent de quasiment 50 de la capacité d'offrir des heures de glace à nos citoyens, pour aux citoyens des communautés environnantes. Fait que les changements climatiques, c'est pas une vue de l'esprit, là. Ça existe, c'est réel, c'est très palpable. Fait que on a ce devoir-là par rapport aux générations qui vont suivre, là, de faire des actions, de décarboner, pas uniquement produire de l'électron pour, je dirais, croître au niveau de l'économie. Il faut décarboner. Il faut décarboner nos bâtiments municipaux, il faut décarboner, je dirais, les moyens de transport, qu'ils soient collectifs ou au niveau des transports lourds. Donc, on a un enjeu de société, puis il faut l'adresser. Puis, les gens nous répètent souvent, la sobriété, c'est certainement la meilleure façon de répondre. La sobriété, comme l'efficacité, ça peut répondre en partie aux besoins. Mais quand on a encore 50 % le portefeuille énergétique au Bas-Saint-Laurent, 80 % de l'énergie produite au Bas-Saint-Laurent en énergie éolienne, elle est consommée chez nous. Mais il y a quand même 50 % du portefeuille énergétique au Bas-Saint-Laurent qui est des combustibles fossiles. Fait que on ne peut pas ralentir, là. Il faut au contraire, il faut accélérer le tempo, puis se positionner comme région responsable, comme élu responsable. Puis il n'y a pas un citoyen là, à qui je discute là, qui dit moi, l'environnement, ça ne me préoccupe pas, là. Puis ce qui va arriver par rapport aux prochaines générations, ça ne m'inquiète pas. Non, tout le monde, je dirais, on n'est pas tous éco-anxieux, mais c'est clair qu'il y a matière à amélioration pour ce qui est de l'environnement. Puis, moi, dans 4 ans, ma carrière va être finie comme élu, là. Mais je vais avoir la satisfaction d'avoir contribué à un meilleur environnement pour les générations qui vont suivre. C'est ce qui conclut notre dossier éolien ainsi que notre épisode d'InfoCam de cette semaine. C'était Benoît Murray. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour d'autres actualités la semaine prochaine.